Alors, dans certains secteurs, voilà, et il y a un certain métalangage, sous-langage qui envahit en fait toutes les communications. Il y a un secteur dit de service, d'alimentation, fast-food. Là, il y a plus d'employés que clients. Là, en général, c'est eux qui mangent en se réunissant autour d'une table, ou bien un par un. Ils sont en train de toujours manger. Je me demande s'ils sont payés par l'alimentation, par le repas quotidien. Si tu manges plus, donc tu as l'impression de gagner plus alors que tu touches un salaire minimum. Je suppose, hein, je ne discute pas avec les gens sur leur salaire. Et il y a un autre secteur en contraste qui travaille vraiment. Ce sont des électriciens ou plombiers, des choses comme ça, qui travaillent eux aussi en groupe et ils prennent des grands bâtiments. Et j'ai assisté à leur conversation qui était plus que drôle. C'était à peu près compréhensible, eux, parce que les gens de haute, disons, management, il y a plusieurs dirigeants et plusieurs employés qui travaillent et les dirigeants dirigent seulement. C'est-à-dire qu'ils font des réunions de direction, administration, et ils ont développé apparemment un jargon entre eux et qui sont toujours en connexion avec leur réseau en vérification et interconnectabilité, etc. C'est-à-dire qu'ils travaillent en triple, quoi. On ne parle pas au téléphone uniquement à quelqu'un, mais en assistant dans le même réseau à plusieurs étapes d'opération encore plus abscons que les autres, en fait, un couple d'employés discutait, en fait. Il disait que pour valider cette opération, il fallait valider une opération précédente. Là. Pour la précédente, il y a une opération à valider précédemment, et c'était la et il criait d'une manière désespérée. Je lui ai tout de suite compris son cri d'alarme et je lui ai pas expliqué qu'il s'agit d'une certaine régression à l'infini aristotélicienne. Eux aussi, sans savoir, ils cherchaient une moteur premier et ça se trouvait absolument jamais. Là, c'est pour ça que les nouveaux employés qui sont sortis du système d'éducation, là, ils entrent d'une porte dans une couloir dans laquelle ils ne savent pas très bien ce qu'ils font, mais c'est assez difficile d'ailleurs faire un pas, deux pas, accomplir une petite trajet, une séquence, mais ils ne savent pas d'où vient, comment ça se finit, à quoi sert ce qu'ils font actuellement. Voilà, le mot de gestion ou management a un sens limité. Tu ne t'occupes que de ta séquence et ne demande pas trop de questions en ce qui concerne la finalité ultime ou la causalité première, cause à suivre, etc. Loin de là. Alors, si on retourne à nos techniciens, électriciens, eux, ils parlaient entre eux d'une manière apparemment sérieuse, mais avec des mots quand même qui me faisaient rire, parce que je crois qu'ils faisaient ironie, et ça s'est vite compris qu'il s'agissait d'une ironie de haute qualité. Alors l'un arrivant à côté des autres, en sortant du bureau le midi, ils avaient donc fait un arrêt pour manger, et dans une parc
en dehors du bâtiment dans lequel il travaille. Alors, il disait que moi, aujourd'hui, dans ma petite doigt et dans le deuxième doigt de pointu, etc., j'ai eu une grave blessure. L'un est brûlé, l'autre est tracé. Il y a une petite scission. Là, je vais aller voir l'institution de santé de travail pour les employés. Et là, les autres, ils écoutaient sans donner de couleur, avec une poker face. Et ils disaient que ton cas, ça entre dans l'article d'opération C. Et l'autre, il demande de quoi s'agit-il alors, ça, il s'agit de chez D. Chez D. Alors, qu'est-ce que c'est, demandait-il l'autre. Acil şifalar dileriz. Alors, je traduis, parce qu'il s'agit d'une abréviation en turc d'un quelque chose qu'on n'a jamais entendu, mais tous les jours on entend. On vous souhaite une bonne santé d'urgence, quelque chose comme ça. Voilà, on vous souhaite un bon rétablissement. Si vous prenez les initiales de cette phrase de vœux de bonne santé, alors vous obtenez un petit article dans le code de travail, ce qui veut dire bien sûr va te faire foutre, ne viens plus ici. Si tu as des blessures pendant que tu fais ton boulot. Voilà. Pourquoi j'ai raconté de manière si détaillée? Parce que je n'ai pas de forme d'en faire une comédie. Et mon but n'est pas du tout vous faire rire. C'est pour vous montrer le niveau, la qualité du discours de certains et les autres qui inventent leurs idiomes par une force d'ironie, les vrais travailleurs et non pas les managers ou gestionnaires ou administrateurs qui suivent une procédure écrite et ils discutent de manière abscon et loin de toute intellectualité, intelligence en tout cas. Et les autres, ils travaillent avec leur force physique et ils ont quand même cette force intellectuelle d'en produire des jeux de mots, des esprits d'ironie assez forts. Alors hier, j'avais fait un discours pour entamer un jeu langagier. Là, je ne le répète pas, mais il s'agissait justement d'administrer des nouvelles significations aux mots comme règle du jeu. Mais ça se passe spontanément tous les jours parce que les mots, les significations sont déjà administrées. Quelque chose, il y a plusieurs acceptions plutôt de sens et il faut les mémoriser parce qu'ils n'ont pas de sens véritable, donc le seul moyen c'est de le suivre sans comprendre pour que les choses fonctionnent. C'est ça. Je crois que l'une des pistes qui va aboutir de mon expérience sociale linguistique, c'est ça. Il y aura des petites communautés, groupes de travail qui se comprendraient, voilà, dans un jargon inventé, dans une langue privée, quasiment privée, mais parfaitement réitérable dans des petits groupes, comme s'il s'agissait d'un idiome familial. Et pour l'apprendre ceci, cette langue de bois minoritaire, disons, là, ils suivent beaucoup d'éducation et en langue étrangère en plus, en anglais, bien sûr.
Administration, Management, MBA, etc. Ça sert à ça, pour devenir abscon. Les autres, effectivement, ils travaillent dur et ils s'amusent de leurs conditions de travail et de code de protection des travailleurs. Effectivement, ils n'ont rien à voir avec la code. Ils décodent justement la code. Et sans trop de rire, mais moi, en les écoutant comme ça de loin, j'ai éclaté de rire. Acil şifalar dileriz. Voilà, procédure que on vous souhaite un bon rétablissement. Vous pouvez vous disposer maintenant. C'est drôle, vraiment drôle. L'état dans lequel l'humanité est tombée. Je peux volontiers, je peux accepter que j'en suis un symptôme. Symptôme de quoi? Symptôme de incommunicabilité ou pourquoi pas insularisation. Voilà, c'est plutôt flattant comme adjectif, insularisation. Effectivement, je peux être structurellement, quand il s'agit de Dasein, d'un être là, surtout là, dans cet urbis, dans cet urbanisme, et dans cette ville-ci, dans cette chose publique, dans cette res publica, j'avais tendance à dire que dans le débris de la République, mais justement quand on pense plus profondément, la République comme concept et comme ce concept-ci, dans cette réalisation, était déjà en évolution. Cette fois-ci, elle existe en tant que dispersée, car son concept est changé avec le temps. Et comme Hegel définissait le concept, justement, c'est uniquement manière d'exister du temps, tout simplement, le concept. Intimement lié au temps, donc c'est pas quelque chose fixe dont l'objet n'est pas fixe. Ça ressemble beaucoup, d'où vient le mot, disons, leitmotiv de mon lexique, das Gleiche. C'est du même. C'est du même, c'est presque pareil, c'est semblable, c'est de même. C'est le même panorama, la vue c'est la même. Hier c'était différent, c'était des paysans, il y avait une sauvage urbanisation soudain. Cette soudanité effectivement nous frappe, nous étonne. Je ne suis absolument pas étonné au sens de Traumatsein, mais ça m'a fait envoyer soudain, comme vous avez vu dans mes enregistrements, aux ânes philosophes qu'ils ont prévu en quelque sorte cet avenir, c'est-à-dire Héraclitos était cité hier. Tout cool, oui, mais tu as une apparence pareille, pas identique. L'Autremont pour l'océan, peut-être que c'est une citation de l'Autremont par quelqu'un d'autre, l'océan, toujours identique à soi-même, toujours changeant. Et lui aussi, il a une autre façon héraclitien, l'Autremont art. Et le maître de pastiche, le maître de citation, le maître de paraphrase, le maître parasiter un discours en travestir sous un discours pour lancer, avancer un nom. C'est ça le nom
qui s'impose à notre propos depuis quelques jours quand même. Un langage dans un langage, métalangage, langage minoritaire, langage majoritaire, molar, mineur, des concepts deleuziennes, guattariennes aussi, tout ça moléculaire, révolution moléculaire, qui reste imperceptible, mais ce n'est pas une révolution qu'on attendait. C'est quoi? C'est évolution, dévolution peut-être. Il faut trouver un mot exact, un concept pour la chose face à laquelle, dans laquelle nous sommes quoi? Nous nagions l'autre jour contre-courant et nous immobilisions sans ancrage, sans une... Moi, je peux dire que j'ai un ancrage, des enregistrements, faire des lectures. Il faut avoir plusieurs ancrages, points d'ancrage, mais vous savez, ce sont des choses immatérielles. Là, si vous allez vers eux, ils peuvent vous capter, vous pouvez en être captif. Alors qu'un ancrage dans le lexique maritime, n'est-ce pas, c'est quelque chose en fer, et donc quelque chose de matériel qui vous fixerait à peu près dans le zoo. Bon, donc das Gleiche aussi en allemand est expliqué, voilà, les pronoms ou les adverbes c'est beaucoup plus important et d'un adverbe d'un simple gleich faire une substantiel, c'est-à-dire un concept, das Gleiche, si je prononce bien. Ça aussi c'est invoqué par entre lignes, disons, sous sa plume, mais ça vient, c'est presque une traduction d'un concept scolastique, disons. Il faut poursuivre l'enquête. C'est pas identique, c'est pas une ipséité, c'est pas une substance, c'est pas une simple ressemblance, c'est pas une simple similitude. J'ai bien expliqué, je crois, au début de mon discours d'aujourd'hui. C'est en exemplifiant qu'on peut en avoir quand même une notion. S'il s'agissait d'un concept différent d'identité substantielle ou d'une simple apparence, ressemblance. C'est un concept ontologique, c'est pour ça qu'il faut citer les textes. S'il y en a les textes allemands, mais bon, grâce. Grâce veut dire aide-moi mon Dieu, grâce, c'est-à-dire faites-moi grâce, c'est-à-dire tais-toi, éloigne-toi à ma coûte vue. En français, on dit, quand on dit grâce, l'une des significations c'est fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire on s'adresse au tiers, à Dieu, mais face à quelqu'un. On ne se gracie pas tout seul. Rarement on dans le recueillement, comme on dit, dans le moment de prière, dans le prosternation, on attend qu'on fait grâce. En turc, je crois que c'est şükretmek, şükür, qui passe par müteşekkür, teşekkür, şükür, şükr. Pourquoi pas aller dans ce sens, zikr, c'est seulement répéter, réitérer ce qu'on a appris par cœur, c'est-à-dire ce qu'on a simplement mémorisé sans comprendre. Zikr, réitérer toujours le même, comme dans une litanie sans comprendre. C'est ça l'essence de la poésie, selon Jacques Derrida. Mais
comment se réveille, ça nous réveille les signes, mémoriser ou répéter sans comprendre. C'est ça la question. Il y a un article de Derrida qui dit les yeux de la langue. Les yeux, nous prononçons, nous échangeons toujours gleichement, mais il nous regarde le mot et nous ne le regardons pas, nous piétinons sur le mot. Certains musulmans qui ont profondément bouleversé par le changement de signification. Surtout, il faut prendre des séquences significatives comme la traduction des textes bibliques évangiles par Luther. Ça, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a eu des transformations extraordinaires dans notre contexte d'aujourd'hui au sens de acception. Acception, c'est-à-dire la signification des mots sont réassignés, si je puis dire, réassignés. Assignation de signification par la voie de la traduction, c'est ça. Soit c'est la traduction révélante, soit pourquoi pas répressive, déplacée, quelque chose comme ça. Voilà. Derrida, dans un autre texte, citant Philoclète, sur quoi Philoclète. Il disait que l'enfant est toujours problématique. C'était une citation. Mais au sens refoulé du terme, seulement quand nous, aujourd'hui, nous disions problématique, oui, nous comprenons ce que nous disons, mais est-ce que c'est la même chose en grec? Philoclète, qu'est-ce qu'il voulait dire en disant? Derrida, il trouvait d'une certaine armure bizarre, un écran, une façade. Ça, je ne sais pas si tu comprends, mais peut-être que c'est quelque chose comme visière, armure, ce qu'on avance comme façade. L'enfant, ce qu'on avance, d'où vient le mot rejetons peut-être. On rejette quelque chose de nous sans comprendre. On laisse, c'est comme Gelassenheit, bien que nous soyons soigneux envers les enfants, mais l'enfant est toujours un prétexte, pro-texte, toujours contextualise, toujours un point d'ancrage pour la domus, pour la maison, pour l'idiome, pour une continuité entre les générations, donc un objet d'éducation et de surveillance, mais à la fois c'est un prétexte au sens où on l'avance comme ça pour cacher, voilà, changer de sujet, imposer avec l'enfant, en l'avançant l'enfant s'avance de soi-même sans notre motivation, mais ça apparemment, protège de beaucoup d'ennuis, au sens de Rousseau, je dirais. Un certain supplément dangereux, c'est-à-dire risque. L'enfant est une sorte de prétexte, un supplément, un certain, comment on dit, un substitut. Voilà un substitut. Quand on est marié, en plus, quand on est mère célibataire, c'est encore différent qu'on avance l'enfant comme prétexte pour substitut d'une chose absente. Voilà. Au départ
on commence. Avant de commencer, je me disais que l'homme est quelque chose de compliqué, soit qu'il soit en retrait, soit qu'il soit en avant. Attendez, mon concept double que j'ai perdu aujourd'hui. Alors, soit qu'il... voilà, prenons en retrait, en évolution. J'enchaînais là, d'ailleurs dans mon texte ça existe, à cette littérature de Mornay, nouveau-né, donc n'a jamais, l'enfant bébé qui n'a jamais vu le jour. C'est une thématisation de l'Ancien Testament, dans les lamentations de Job, je crois, qu'il disait à Dieu que si j'étais au moins mon nez, jamais vu le jour, un jour dans ce monde, pourquoi je suis tombé dans cet état? Alors qu'il a bien vécu dans une insouciance, dans une séquence de sa vie, et dans une autre séquence, le tableau change, et Dieu lui fait dire ses lamentations, et lui, il va dans les limites de l'ontologie. Voilà ce que je voulais formuler. Pourquoi pas inclure dans notre ontologie, useless, je dirais, inusuel, d'ailleurs ça ne sert à rien l'ontologie, donc rien ne nous empêche d'inclure les mornais à notre ontologie, leurs conditions, leur Dasein ontologique, jamais problématisé, sauf dans ces textes qu'on voyait de lamentation de Job. Et j'ai essayé d'excuser personnellement dans mes textes, disons littéraires, mais de l'autofictionnalité, à Paris, concernant effectivement en liaison à ma naissance, à ma raison d'existence, ratio SND, 2 mois, selon ces textes littéraires, maintenant comme on ne fait pas la littérature, on peut dire d'emblée, ce serait mon frère qui aura été né dans la famille avant ma naissance, sera mon né. Et en plus, selon les dires de ma mère, et en plus, il aura un nom propre, et que je le sais. Et depuis mon temps d'enfance, on m'avait menacé dans la famille, par les sœurs plutôt, jamais par ma mère. Donc c'était une véritable mauvaise intention de la part de mes sœurs pendant les bagarres à la maison. Elle me disait que si tu existes dans cette famille, c'est parce que ma mère avait perdu un garçon. Il était mort-né, il était mort-né. Et maintenant, tu remplaces son existence. Bien sûr, elle disait ça de manière beaucoup plus vulgaire. Et ça m'a touché énormément et je me plongeais dès mon temps d'enfance à des réflexions sur mon raison d'existence, ratio SND, en liaison intime avec un frère, mon un aîné qui n'a jamais vécu et qui a un nom propre. Et c'était une sorte d'obsession, fixation que j'ai oubliée peu à peu, mais ça m'a revenu dans mes textes littéraires, surtout peut-être en liaison avec mes lectures de Edmond Yabes. C'était pas la même chose chez Yabes, mais il spéculait sur sa date de naissance.
Bon, c'est autre chose, mais c'est effectivement exactement la même chose qui m'est arrivée concernant ma date d'existence, c'est fictif. Officielle et officieuse, c'est autre chose. Donc j'ai deux fêtes anniversaires. Bon, revenons à ce pauvre enfant. En plus, j'avais demandé donc une précision. Non, je n'ai jamais posé la question directement à ma mère, mais après toutes ces spéculations, en plus, cette existence par procuration que je m'estimais, dans mon fort intérieur, et je produisais des textes, mais tout en étant à côté de la chose, parce que après avoir écrit ma thèse de doctorat sur le sacrifice, sur tout ce jeu de substitution, j'en passe brièvement, pour ne pas se taire. J'avais appris, après avoir toutes ces opérations accomplies, que cette frère aîné, mort-né, ne serait pas premier enfant de ma mère. Donc j'avais spéculé dans mon intériorité que la famille avait continué à faire des enfants, faire des essais de faire des enfants, jusqu'à ce qu'ils trouvent un garçon. J'ai deux sœurs aînées, donc troisième, moi, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que j'avais spéculé moi-même que dès qu'ils ont trouvé un garçon, donc moi-même, et ils ont arrêté leurs essais, mais c'était 50 enfants, en vérité, selon les dires très exacts de ma mère. Et donc leur premier enfant, c'était une fille, ma grande sœur donc, mais ça ne refute pas ma théorie au fond, parce que ça reste un détail. Donc ma théorie, c'est qu'ils ont continué à faire des enfants jusqu'à ce qu'ils trouvent un garçon vivant, c'est-à-dire moi. Ma théorie est inébranlable encore, sauf par l'ordre empirique, j'ai fait une faute. Voilà, triste histoire. Donc, ontologie ici touche effectivement à la maternité, à cette histoire de distinction et valorisation des filles et des garçons à notre culture. Effectivement, comme dans plusieurs cultures archaïques, il y a une valorisation de gender mâle. Et, alors qu'en vérité, les choses, c'est plutôt contraire. C'était moi qui étais peut-être fautif. Le plus difficile des enfants, j'en sais rien. Mais effectivement, en passant, on aura dit non pas le ratio ascendi de mon existence moi, mais ratio ascendi de ma thèse de doctorat concernant exposition sacrificielle. Voilà. Ça fait une surdétermination, soit contaminant, soit augmentant la valeur de la chose, que j'étais tout en connaissance de cause dès le départ et dans une systématisation de calculs inconscients, et jusqu'à ce petit détail que, avant de commencer à ma rédaction, donc j'ai fait un service militaire pour 2 mois en rentrant au pays, alors que je vivais à l'étranger. Donc j'ai assisté sur moi, par ma mère, une cérémonie de sacrifice avant d'aller au service militaire, pour que je revienne en toute bonne santé, avec les meilleures intentions du monde. J'ai supporté ce moment de sacrifice en vrai. Donc c'est pas tout à la maison, bien sûr, dans ce cimetière qu'il
hier, je faisais l'enregistrement. C'est pas une invention de ma mère, c'est une tradition. J'ai obéi tout simplement cette tradition. Et le sang de la coque, c'est pas donc pélien, était mis sur mon front. Voilà. Ce détail aussi est très stigmatisant. J'en passe pas sous silence. Donc, j'en serai un symptôme de ce monde. Rien n'est plus vrai, mais quel genre de symptômes, bien sûr, tout le monde, chacun de nous, tout un chacun est un symptôme. Et plus ou moins aberrant. Et symptôme, c'est pas tout simplement une conséquence, un résultat, mais la cause active, c'est encore pire. La manque contaminant, et la manque contagieux. C'est de quoi je serais un symptôme, par quel acte, par quel processus. Je ne suis pas toujours en retrait dans l'insulération. Je suis en quelque façon dans la vie active, bien qu'en retraite. Alors, dans mon écriture, je serai un symptôme. Et c'est délibérément. C'est pas commencé avec moi, bien sûr, la littérature moderne, le concept d'auteur souverain. Voilà, l'autre versant de notre elliptique, c'était auteur, l'autre souverain, le poète, disons, l'écrivain qui sera aux antipodes, en quelque façon, dans la souveraineté, dans l'acte souverain, et ce qui fait fonctionner une ellipse, un mouvement elliptique, selon ma théorie, de pouvoir et d'anti-pouvoir, bien sûr, et qui n'est pas ineffectif. L'anti-pouvoir aussi effectif, et même c'est le vrai praxis, au sens noble du terme. Je faisais des éloges de bios théoretikos, et non pas faire des théories tous les jours, mais une vie théorétique, si c'est possible, en étant recherche, tout simplement. Donc, j'en suis symptôme de cette façon-là, sûrement. J'essaie de me différencier du discours établi, mais vaguement comme l'autre roman faisait à son époque, je parasite. J'emprunte certains discours, j'y entre, j'y investis, je me suis investi et pour en faire autre chose, pour avancer autre chose. Aujourd'hui, quand on dit avancer, effectivement, le mot probléma qui viendrait à notre esprit toujours, et c'est en quelque façon quelque chose qui rassemble un produit. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup dans les cafés le mot product. Tout le monde essaie de parler à l'intérieur de la langue turque, anglais. Anglais de Internet, anglais de management. Bon, moi, j'ai choisi délibérément, après le 15 juillet, coup d'état théâtral, parler et produire en français. Si je ne suis pas très convaincu par un certain cercle d'amitié, je parle, au sens philosophique du terme, je ne produis pas en turc, mais en ma poésie, je ne peux pas m'empêcher. Dans les langues, enfin, à l'intérieur des langues que je peux user, je ne fais pas une distinction avec le turc, ma langue maternelle, quand même, et la langue savante qui est devenue pour moi la langue française. Alors, et j'ai choisi délibérément à apprendre par moi-même, non pas par les forces, par orientation familiale, ni autre chose. Et vous savez, c'est très tardivement. Et dans cette délibération, il y avait un certain nombre de raisons que je ne peux pas étaler maintenant. Mais je ne saurais pas, je
jusqu'à ce point-là que mon français articulé ressemblera tant à la langue arabe. Ne serait-ce que la façon où les Turcs de l'Empire ottoman avaient recours aux mots concepts arabes et persans à l'intérieur d'une grammaire correcte turque qu'on appelle maintenant une langue morte ou désuète, autrement dit sans usage parce que sans récepteur qui l'entendrait correctement. J'ai fait un essai quand même de parler en citant longuement la traduction d'un texte énorme de Nizami Gencavi en turc. J'ai fait de petits commentaires et de traductions simultanées en français. Alors, je pense donc que je n'ai pas des interdictions et des barrières strictes. Je suis autant symptôme que le concept au sens hegelien du terme, c'est-à-dire mode d'existence du temps, de ma temporalité, si vous voulez. Donc, je veux passer donc aussi dans mon texte littéraire que je suis entre guillemets l'original ou le symptôme. De manière travailler quand même une écriture veut dire Türkarbeitung veut dire au sens l'interprétation des rêves, c'est une chose technique très rapide finalement au sens d'un temps ramassé, compact comme cristal, et ça fait des coups de texte. Dont l'exemple c'était la série Morale. Pourquoi pas passer à une autre chose, et cette série n'est pas terminée au sens formel du terme. Bon, je passe donc à la correction de mon texte intitulé Garbage, quelque chose comme ça. C'est un mot, je sais que anglais, mais garage, garbage, etc., ça tombait bien. C'est comme une sorte de genre de musique new-yorkais, garbage, garage. Il y avait quoi, rave music, house music, garbage, c'est l'un de ça, sûrement. Mais je ne l'écoute pas parce que on n'entend pas. On va revenir à la musique. Donc j'ai fait une correction, non pas due, mais en m'attendant dans une coin de café, de mon texte que j'avais fait la lecture et l'enregistrement et j'ai déjà publié. Donc c'est trop risqué de jouer avec un texte publié. Donc il s'agit d'une version, mais avec un léger changement, avec une légère correction. Mais correction, ce n'est pas un mot juste parce qu'il n'y a pas correct dans le texte. Il n'y a ni faux ni vrai, mais pour être véridique, il faut faire de dernières touches, comme dans un tableau, jouer avec le pinceau, voilà, des couches, des dépôts de peinture avec un pinceau. C'est l'expression que j'emprunte de Jacques Lacan. Pour la paix apollonienne ou pourquoi pas pour le détresse et le conflit et surtout l'ironie latente. J'essaie de faire la lecture bon, j'ouvre la page et je mets mes lunettes. Alors, le texte 30 juillet 24. Le grand chelem, cette fisque sociale à l'envers.
en jeu presque olympique, des élades en des cadres sans sulfure ni culture, encore moins gournets verte d'acculation, dédié au lendemain encore plus chantant que jamais, dédié ni rêve, l'inespéré même. Si vous faites un jour un séjour parmi les entités en friche et diversement étranchées dans leur bifurcation ou en tranches de tranchées en branches coupées, là où vous auriez l'envie de les joindre par quelques lions détachés, assortissant en liaison un groupe de religieux que les oindrait en ondulation, en guise de baptême à 2 ou à 3, au dieu du jour ou de la nuit. Et vous en remercierez la récolte précoce en photo puérile de mémoire toujours productrice pour en enjoliver la crise en un terme et pour laisser en paix d'amitié l'amiable sans troupeau de dragons en cuniforme de lierre et voyant splendidement s'abstraire de tout un chacun une querelle du centre du pouvoir de la phare du jour déclinant, soit dit phare, fraction anti-homosexuel, anti-raciste, race de localisation des peuplades qui sont soit exténuées, soit pas encore venues au jour d'aujourd'hui, ni à l'heure de nulle part, et par des moyens des monnaies et des monnaies, des rejetons bibliques qui ne sont pas encore eu recours ni secours au jour, de moyettes, et non pas les mouettes, mais plus que le responsable, ni dans l'hyperbolique d'inflagration, ni dans cette asymptotique de s'efforcer, de rester immobile à son insu, parasympathique, sur place, en vélo, après avoir fait le tour du monde 3 fois pour rien, sous son inspire lit d'appartement à garage, ou à garage, les gens et les espèces inénumérables en enquête de revenus, en revue, en poche sont des carambitas de nos jungles en réserve pour les connaisseurs cannibalisateurs en salutation trop venus au grisaille. Alors c'est l'expression de Nietzsche, n'est-ce pas? Nous sommes peut-être trop tôt venus à ce monde en tant qu'un philosophe, au sens nietzschéen du terme. Tôt venu, tard venu, mais jamais. Voilà la question. Quand faudrait-tu venir au monde? Est-ce qu'on te demande avant de venir? L'acte le plus noble, c'est quoi? Je n'en sais rien, mais il y en a certains qui parlent du suicide au sens de être décideur, au moins de la fin et non pas de la venue. Venue est toujours messianique, mais partir c'est morne ou bien, pourquoi pas, jubilatoire et étalé sur la tombe. Au revoir, messieurs, dames. On peut conclure en fait passagèrement, suite à mon discours dans ces derniers jours, là où j'avais participé à une analyse d'un poème turc, Cahit Sıtkı Tarancı,
Dante gibi ortasındayız ömrün. Nous sommes comme Dante juste au milieu de notre espoir de vie. Mais je comprends, effectivement, j'avais fait une interprétation de purgatoire comme ce monde-ci. Ça nous égale si c'est milieu, début ou la fin, mais ce monde-ci même, aujourd'hui j'ajoute cela, est devenu un purgatoire au sens de Dante ou au sens de Sohrawardi qui cite dans la schématisation de purgatoire, c'est-à-dire Berzah, Ibn Arabi, Muhyiddin Arabi, dans le Lizy. Alors, disons, pour simplifier par un schématisme qui allera bien à ce monde-ci, malgré la présence de la mort dès le début, était un paradis dans ses débuts. Le monde a un début. Même là où il y avait des gens, là où il y avait précarité et frugalité et la présence immédiate de la mort. Il y avait un paradis, je parle de triptyque de Dante, comédie divine. Et maintenant, ce monde-ci, progressivement, est devenu, non pas l'enfer, pas encore, mais purgatoire, très détaillément schématisé, segmentarisé, chacun individualisé et est attente, même pour rester dans le purgatoire, il faut faire quelque chose. Le monde n'était pas gratuit et le purgatoire non plus, c'est-à-dire il faut avoir des moyens de subsistance, non pas alimentaires, pas du tout, c'est bien expliqué par Sohrawardi. Mais, voilà, je dirais une certaine consolidation ou une certaine purgation dans le purgatoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On purge. Alors chacun purge à son côté et tous ensemble on purge l'un sur l'autre. Mais n'oublions pas qu'il y avait une troisième partie dans cette tragédie ou comédie, justement comme disait Dante. Alors l'enfer nous attend. Nous, par mon âge, je ne peux pas voir l'enfer. Je suis tombé dans une accélération, tombé dans une époque d'accélération purgative. Cela veut dire ce qu'il veut dire. Alors, dès que l'ironie dont le sujet ou l'objet ne se sentent pas comme eux-mêmes, les gens, au sens des gentils, il faut le dire, sinon le mot genre n'a aucun sens. Alors, les gentils sont indifférents. Au moment où ils se sentent, mais ça démontre une fausse compréhension saisie, au moment où ils se sentent le sujet ou l'objet de cette ironie, alors là, bien sûr, ils se fâchent, mais ils ne sont plus indifférents. Soit qu'ils se retirent, soit qu'ils osent faire des avancées. Oblitère, voilà, je ne dis pas cette fois-ci entame une discussion, réfutation, une démonstration, in quoi?
on disait in visu ou in situ. Alors là, le danger commence. Là, c'est vous que vous devrez vous retirer dans vos arrières fossés, barricades, tranchées, et prendre en garde, ayant eu égard quand même. Ça, c'est un mode de vie purgatif dans la purgatoire, qu'on peut appeler être orgueilleux, un séjour paisible qui vous promet une survie, non pas une survie, voilà, une survie quand même, une longévité. Une longévité adoptée in situ, in visu. Adapté plutôt, adapté à l'environnement, y compris forme, y compris zone, liaison, y compris liaison, y compris ancien URSS, y compris donc in situ, y compris China, y compris Istanbul, y compris Sabab, y compris vos banlieues, vos HLM, y compris votre rue de Matignon, y compris votre Champs-Élysées ou Champ de Mars. Je ne connais pas très bien la France. Je ne peux pas parler de Carcassonne. Ah, ça peut être intéressant, le Carcassonne, mais c'est un peu vieillot sûrement dans cette saison. Rivière, pour nous, c'est une sorte de raffinement d'une l'huile d'olive qu'on ne peut pas dire qu'il est très raffiné. Maintenant, c'est plutôt pressoir à pierre, archaïque, gaillard qui se vendent plus cher. Alors, ce que je ne comprends pas tout à fait, moi-même, c'est qu'on peut chanter, danser, on peut composer par imagination, faire semblant de chanter, s'exercer dans sa solitude, dans son insularisation. On peut s'enfermer dans une caverne, dans un tunnel, etc. On peut faire des observations et on peut prendre des notes. Ça, c'est possible, plausible, mais en conclure. Et faire des promesses qu'on ne tiendra pas. Ça, c'est insupportable. Comment j'aurais pu proliférer un vœu, non, plutôt une promesse ou une attente, je ne sais pas quoi, il faut l'écouter et dire que prochaine fois je vous montrerai sûrement après Bruegel cette scène quand même extraordinaire, ce tableau de l'agneau que je trouve très réussi picturalement. Enfin non, il ne s'agit pas de l'image, autre chose. Et dire que prochaine fois, je vous promets Moïse et Aaron, deux en plus, donnant le nom de grands cinéastes Strauss, et de Hulier. Et ensuite, en ne donnant qu'un pauvre, un pauvre peintre comme Gustave Courbet, qui est, à mon avis, le préféré de Jacques Lacan, qui était dans sa collection.
Et le moment crucial, mais je pense, enfin, j'aime beaucoup ce tableau, par toute son histoire très profonde qu'il faut analyser. Et dans les encyclopédies, on dit tout simplement qu'il se peint un peu plus robuste, où il fait une certaine avance à son médecin futur dès qu'il est arrivé. Bonjour, Monsieur Colbert. Ça m'amuse beaucoup, mais moi j'avais complètement oublié. J'aime ce tableau, je connais très bien, mais j'avais complètement oublié que dans le grand opéra que je composais dans le fond d'un tunnel, j'avais chanté, c'est-à-dire de manière incantatoire, au moment voulu, d'une crescendo, voilà, vous allez comprendre. Au nom de la musique mieux que moi, je ne suis pas musicien, je ne suis pas instrumentaliste, je ne suis pas un chanteur, mais j'ai une grande passé de performance et d'école de mime de Jacques Lecoq et de grandes présentations de Caroline Carlson et de Butoh. La danse de Butoh, c'est ma spécialité. Je ne vous montre pas tout. Et qu'est-ce qu'il y a encore, voilà, comme danse pure au sens contemporain et le plus archaïque possible. Effectivement, ça va jusqu'à la guerre de... Enfin, la danse de guerre, soi-disant, mais qui est devenue la danse d'accueil, de bienvenue quand même. J'aime bien le cabaret, j'ai fait une esquisse de cabaret, non pas de Voltaire, mais de Diderot, etc. Je m'intéresse depuis le début à la philosophie chinoise de Bertolt Brecht. J'ai détecté effectivement la trace d'un grand mouvement de pensée paulinienne, la pensée paulinienne qui existe chez Brecht. Même Naimurgu, en fait, dans son chef-d'œuvre doctoral, la question de moi d'autrui, élémentaire, pris par évoqué, etc. On sait tout maintenant, mais comment je peux, au lieu de tout ça, je promis à l'instant même que je vous montrerai, mais vous pouvez trouver dans le réseau plus facilement. Moi aussi, je trouvais là, par hasard, une performance au Louvre de Jacques Derrida. Non pas dans son enfance quand même, quand il était ami avec Titus Carmel, avec sa femme et tout. Au lieu de montrer cette scène, quand même simple, mais à cause d'une impossibilité visuelle, je n'ai pas trouvé, je vais montrer mon Hamlet à moi. Juste en face de palais de Topkapi et de, bien sûr, à la Sainte-Sophie. Et tout ça, à quoi sert? C'est-à-dire, de quelle source, non pas imaginative de ma part, mais de quelle source? La réponse est facile. Dans les limites de mon archive, oui, j'accepte, dans les limites de ma biologie existentielle quand même. Mais acceptons tout ça. Cette promesse non pas tenue. Pourquoi montrer tout d'un coup, monsieur Colbert, bonjour. Viendrez-vous prendre une tasse de café avec... Alors là, dans une cabaret, dans une opéra que j'imagine de cette façon, si quelqu'un connaît la musique et non pas forcément musicien, là, à ce moment-là, il me comprendrait.
au nom de la musique, mais au sens où la musique c'est un domaine en retrait et en expansion bien sûr, mais au sens ontologique du terme que j'interprète les analyses de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, un anthropologue qui parle de la musique. Et jamais entendu dans la bouche d'un musicien, sauf peut-être Glenn Clou. Ben, il y a pas mal. Glenn Clou qui disait qu'en fait, ça c'est une véritable existentialisme, non pas existentialisme, mais une phase existentielle qui aura dit que j'ai lu quelque part, Glenn Clou était apparemment quelqu'un de très réservé ou insularisé, seul, solitaire, etc. Et il disait que pour créer, dans le moment de création, s'il faisait des rencontres, des connaissances humaines dans sa vie, il prenait des jours et des jours pour se défaire de cela et pour recommencer à son travail. Là où il reste, là, effectivement, moi, je fais tout pour ne pas être comme Glenn Clou. Je prends des risques, voilà, je suis content, parfois en retrait, à mes guets, je suis quelqu'un qui peut être dérangé trop facilement par une conversation, par une malveillance malvenue, une parole malvenue, un mot déplacé, ou le plus que tout, d'une mauvaise ton de la voix m'irrite. Alors, je suis quelqu'un qui peut être irrité, mais ce qu'on appelle praxis, c'est faire avec tout ça, savoir s'apprendre, comme disait Jacques Derrida, apprendre à vivre. Apprendre à vivre à quelqu'un, si c'est possible, mais d'abord à soi-même. Parce qu'en français, effectivement, le verbe apprendre, c'est pas transitif, ce n'est pas intransitif, c'est quelque chose qui est au milieu, apprendre. C'est bizarre, en normand, je connais un peu, mais dès qu'il Derrida ressort ce verbe en français, apprendre par cœur, apprendre à vivre, c'est dans le spectre Marx. Apprendre par cœur, c'est qu'est-ce que la poésie. J'ai donné la bibliographie, j'ai fini mon travail. Il y a deux alternatives, soit que dans la théorie néoplatonicienne, le mot d'émanation est une mauvaise traduction, ou bien une traduction plus que meilleure. Si c'est vrai que le magnétisme, surtout du fer, le fer comme élément magnétiseur attire l'antipode. À ma connaissance, je connaissais, mais je peux m'exprimer mal, j'aime bien le magnéte. Alors, s'il y a un rapport, je peux me tromper au fond. S'il y a un rapport avec le mécanisme de magnéte et de magnétisme de fer,
qui ne vient pas de ce globe. Le fer est tombé du ciel. Hein. Le fer n'existe dans le monde globe terrestre que grâce à des conflagrations constellaires, qui a quelque chose à voir avec notre monde, mais notre monde était réceptacle uniquement de cette grande conflagration, d'où vient le magnétisme. Et le magnétisme, effectivement, comme la loi en général, au sens restreint, au sens général, et au sens diminuer, augmenter, etc., c'est travaillé, mathématisé par les astrophysiciens. C'est pas mon domaine, mais ça m'intéresse. Alors, le mot émanation, bien sûr, au sens de hypostase des archanges, les dieux. Alors, si nous sommes des antipodes avec Dieu ou l'instance divine, ou des angiologues, angéologie, angiogénèse, émigration des anges. Comment l'expliquer? C'est pas mon domaine, mais j'ai une petite hypothèse à partir de... Donc, à partir dans ce cas-ci, si Dieu, sans être Jean-Luc Marion, si il n'y a pas un être de Dieu, être au sens banal du terme, vulgaire banal, et si l'homme sous terre, attirait, donc émanait le Dieu, ou la divinité, ou les anges ou angiologie, moi j'appelle toute mythologie grecque, y compris les autres, angiologie. Ce sont des médiations en immigration. Ou bien, en immigration, non pas circumnavigation, mais en errance d'abord. Des éléments d'éparse qui servent, errance, en errance, et qui font leur concile avant l'Olympos, dans des hypostases, autant que l'homme comme entité, non pas individuelle, mais en tant que communautaire, qui a basé un environnement culturel qui se fasse là par son praxis, au sens marxiste du terme, mais que Marx n'a pas pu développer ce domaine. Il était plutôt fort dans le fétichisme de marchandises. Alors, fétiche, c'est indéniable dans l'opération, sinon il n'y aura aucune hypostase reconnaissable ou nommable, dénomination, pronominalisation et adverbalisation, verbalisation, faire parler un dieu, tout ce récit, légende, ce dialogue, toute cette fictionnalité divine, moi je suis finalement très Feuerbach. C'est la clasis humaine. Clasis au sens d'appel de Dieu. Appel de Dieu, non au sens génitif, actif, passif, bien sûr. D'une part, les dieux anciens appellent l'homme, mais si l'homme ne fait pas appel, c'est-à-dire ne demande pas grâce, entre guillemets, parce que la signification peut changer beaucoup selon les époques. La grâce peut devenir gloire de la patrie, comme Michelet très bien a saisi et écrit.
Alors, disons qu'il y a une dissymétrie entre le divin et l'homme, une dissymétrie apparente entre le ciel et la terre, et un renversement possible du sablier. Et ce qu'on peut appeler de manière traditionnelle l'enfer, qui serait dans ce monde-ci, non pas ailleurs, non pas nulle part. Ce monde sera un lieu de nulle part. Ce monde sera ailleurs. Ce monde a un âge et à plusieurs âges. Et il y a des parts, au sens de partes extra partes, une étendue parfois neutre, indéfiniment rallongeable en prolongement virtuel, en fragments vers les cieux et incluant dans ce nœud qui est devenu hexis, ensuite la loi, l'ex, qu'on appelle fusis, dont l'origine sera une certaine, non pas émanation, mais un jaillissement. Voilà, bonjour aux bons entendeurs. Toute la métaphysique est encerclée à ce moment-ci. Oh, rivière inépuisable, la vie, le père et la mère androgynes, ce qui était fautif de tes fils et de tes filles, tu n'étais que l'amorce de la vie, tu n'étais qu'une exquise fondatrice. Fort soit loué ta maison, le toit, les tiens. Oh, rivière inépuisable, la vie, le père et la mère androgynes, ce qui était fautif de tes fils et de tes filles, tu n'étais que l'amorce de la vie, tu n'étais qu'une exquise fondatrice. Fort soit loué ta maison, le toit, les tiens. On ne dit pas introspectif ou extroverti, on dit injonctif ou exjonctif. C'est drôle et c'est parfois bizarre, c'est bizarre.